Bonjour à tous, bienvenue dans Cut and Click pour une vidéo de presque qualité. Une vidéo de presque qualité sur un débat. On va parler de la communication des différentes plateformes. Comment est-ce que les plateformes comme Netflix, Disney+, Prime, etc. Vendent leurs séries. Et on va partir d'un exemple concret qui nous a intrigué avec l'ami Greg que je salue. Bonjour mon cher Greg. Ce point concret, salut mon Ker. cher Greg. Ben alors, qu'est-ce que tu fais là? Fait trop plaisir de te voir. Ce Tu point de t'invites à la départ, maison, tu veux parler de quoi? De notre réflexion, c'est la série Citadel. Ou pas? T'es intenable. Citadel, série donc d'Amazon Prime. Alors, quelques jours avant la sortie de Citadel sur Prime Video, on avait fait une vidéo news. Et dans cette vidéo news, tu disais, mais il y a Citadel qui sort, personne n'en parle, le budget est dingue. Et c'était vrai. Les deux affirmations étaient vraies. Le budget est dingue. Citadel, c'est faussement la deuxième série la plus chère de l'histoire de toutes les séries télé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et et là, on peut pas le nier, personne n'en parlait. Et pourquoi est-ce que j'y faussement? Parce qu'en fait, la série a coûté aux environs, pour la saison 1, 350 millions de dollars. C'est une série des frères Russo, avec Richard Madden, donc de God, qui jouait Robb Stark, mais qui aussi jouait dans Eternals et dans Bodyguard. 350 millions, vous allez me dire, oui, c'est moins que le milliard annoncé sur Les Anneaux de Pouvoir, qui est encore considéré comme la série la plus chère de l'histoire. Sauf que on l'avait un peu débunké, ce budget du Seigneur des Anneaux à l'époque. Ça comprenait les décors, ça comprenait les investissements sur les saisons à venir, etc. Là, c'était 350 millions annoncés pour 6 épisodes, alors que la saison 1 de The Rings of Power, il y avait 10 épisodes, ou 8, mais en tout cas, il y en avait moins. Il y a moins d'épisodes de Citadel que de The Rings of Power. Donc, il y a quand même, dans la presse américaine, beaucoup de gens qui sont en train de se dire que, officiellement, Citadel serait en fait la série, la saison la plus chère de l'histoire des plateformes. Et peut-être même de la télé tout court. Bon. Déjà, commençons par ce premier point, mon cher Greg. Rapidement, Citadel, de ce que t'en as vu, t'en as pensé quoi? Est-ce que ça mérite le budget? Alors attends, Citadel, ça parlait de quoi déjà? C'est un peu ça le problème de Citadel. Citadel, c'est que c'est complètement oubliable. C'est un mec qui dit à Adèle, assis-toi. Cite Adèle. Vas-y, continue. C'est pas top 5 de Tevan, hein. Celle-là. Non, clairement pas. Même top 50, ça y est pas. Donc du coup, eh bien. Série d'espionnage avec oui, série d'espionnage. Faut que Citadel ne me l'a pas remixé, je te le dis. Oui, donc Citadel, bah en fait Citadel, que en dire sinon que c'est l'histoire d'un personnage qui est amnésique. Donc déjà, on se dit qu'on est top 5 des scénarios écrits depuis l'histoire humaine, qu'on est niveau des jeux vidéo des années 90 dans le pitch de départ. Et parce que le pitch de départ, il faut quand même se rendre compte que c'est deux agents secrets, que c'est les meilleurs, mais il y en a un qui est amnésique et qui se dit « Ah là là, qu'est-ce que je suis hyper fort, mais j'étais peut-être pas sympa ». Et en phase 2, ils ont Spectre, l'organisation de James Bond. C'est que des clichés des trucs qu'on a déjà vus. Les acteurs sont que des bons acteurs, mais qui jouent tous très mal dans cette série, donc ça en dit long. Et on l'oublie. Enfin, ça s'oublie complètement. Enfin, c'est-à-dire que j'ai regardé le premier épisode, c'est entre Kerr et moi qu'on s'est dit « Ah, mais en fait, il y avait cette série, il faut regarder un épisode d'après. » Donc, complètement passable. Mais je pense que Kerr, dans son intro, met le doigt sur le vrai problème. C'est la communication. Attends. Moi, j'aimerais juste donner mon avis quand même. Mais bien sûr. Parce que là, Kerr, tu as le droit de citer parle d'elle. Mais le truc, c'est que tu dis que la série est passable. Elle est très problématique parce que quand on voit le budget annoncé, on se demande, moi je te l'ai conseillé de regarder l'épisode 3, donc toi tu as eu moins de courage que moi. L'épisode 3, il y a des effets spéciaux, c'est improbable que ça ait été pondu avec un budget aussi élevé. C'est extrêmement moche, mais vraiment extrêmement moche. Et c'est très très gênant. C'est dans les montagnes, pour ceux qui veulent un peu voir de quoi je parle dans cet épisode. C'est une série qui, est complètement anecdotique. Richard Madden, quand il est en agent secret et qu'il n'est pas en mode j'ai oublié, donc dans les flashbacks,
il est détestable. Il est vraiment détestable et il joue très mal. Quand ils sont dans le présent, ça va mieux. Et les effets spéciaux cata. C'est rare que j'abandonne une série en cours de route comme ça. Là, vraiment, je l'ai abandonné, mais alors, sans la moindre pitié. Et le truc qui est hallucinant, et on va en parler au niveau de la communication, c'est que derrière, Amazon a annoncé une saison 2. Ça n'a fait réagir personne. La saison 1 s'est terminée dans l'anonymat le plus complet. Les notes n'ont fait que baisser sur IMDb. Donc, Citadel a tout de l'énorme fiasco. Maintenant, on va réfléchir à pourquoi. Parce que s'il y a autant d'argent, il y a quand même de l'argent alloué au budget com. Et alors, cette communication, mon cher Greg, sur Citadel, et on élargira sur le reste après, t'en penses quoi et elle correspond à quoi, cette communication? Donc la communication, concrètement, c'était quoi pour moi en tant que Parisien en ce moment? Ça a été des pubs dans le métro. J'ai vu vite fait une image de Citadel sur le site Amazon quand je suis allé voir le prix d'un truc. Et c'est tout. C'est-à-dire que cette série, plus grande série ever, qui marche surtout, sauf sur Le Seigneur des Anneaux, sa communication, quelle qu'elle ait été, ne m'a pas touché. Et je pense que c'est intéressant qu'on s'attache au pourquoi. Parce qu'en fait, à mon avis, ils ont utilisé de l'argent pour faire de la pub classique, donc même de la publicité dans le métro. Ils ont sans doute fait de la pub qui passait sur YouTube, sauf que moi j'ai YouTube Premium, donc il n'y a pas de pub. J'ai pas vu moi sur YouTube. Je sais pas comment ils ont ciblé les gens, mais autour de moi, personne n'avait vu de pub pour Citadel. Et est-ce que Amazon pense que le site Amazon est tellement fort qu'il est capable de faire la promotion d'une série? Parce que si c'est le cas, ça marche pas. Hein. Il y avait sur les anneaux de pouvoir, il y avait les anneaux de pouvoir sur les packages qui arrivaient chez les gens. Je suis pas sûr que c'est pousser les gens à regarder la série particulièrement. Donc en fait, il y a, à mon avis, un double problème. Le premier, c'est comment aller toucher les bonnes personnes. Peut-être que c'est devenu beaucoup plus compliqué qu'avant parce qu'on est tous dans nos bulles d'algorithmes. Si ils choisissent la cible des 30 ans, machin, qui aiment bien les séries et tout, sur Twitter, sur machin, ça veut dire que peut-être que typiquement une série comme Citadel, elle est clairement à destination des jeunes hommes. Mais il y a peut-être des femmes qui ont le droit d'aimer et qui du coup n'auront pas la publicité pour savoir que Citadel apparaît. Donc il y a ce côté ciblage qui fait qu'on peut vite passer complètement à côté de son public ou son public potentiel. Et le deuxième souci, je pense, c'est qu'il y a juste, là, c'est la cacophonie. C'est-à-dire que tout le monde a un mégaphone. Là, on est sur la place de la cité publique. Tout le monde a un mégaphone et dit « Ma série est la plus grande série de l'histoire ». Et tous les streamers disent ça. C'est-à-dire que la plus grande série de l'histoire, chez Netflix, il y en a eu peut-être une par mois sur l'année dernière. Il y a eu mercredi, il y a eu... Enfin vraiment, on a entendu 10 fois que c'était le plus gros démarrage de machin sur des trucs chez Netflix. Disney+, arrête pas de dire qu'ils ont les plus grosses licences. Enfin, tout le monde dit « j'ai le plus gros, j'ai le plus gros, j'ai le plus gros ». Et la finalité, c'est que moi, je trouve qu'on peut être super heureux à regarder des contenus que sur Netflix, que sur Paramount+, que sur Apple TV+. Et il y a tellement de contenu que, bah, du coup, est-ce qu'on est vraiment en train de chercher la perle à regarder ? Peut-être que moins qu'avant, puisqu'il y a des perles à regarder sur toutes les plateformes. Il y a vraiment des séries qui sont excellentes sur toutes les plateformes. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que, là, je parle des nouveautés, mais il y a le catalogue, c'est-à-dire que de la même manière que maintenant, dans le monde du jeu vidéo, un titre est vendu, mais il continue à se vendre pendant très longtemps, et plus pendant l'année, mais pendant plusieurs années. De la même manière, maintenant, les séries les plus regardées sur Netflix, c'était Friends, The Office. Donc le présent est en concurrence avec le passé. Donc les recommandations des proches, ça va peut-être être de nouveautés, ça va peut-être être des trucs du passé sur lesquels les gens avaient justement laissé passer le truc. Et tout le monde crie, c'est moi qui ai le meilleur contenu, c'est moi qui ai la meilleure série. Et ça fait, à mon avis, c'est un gros sac de nœuds pour qui veut faire la promotion de la plus grande série quand c'est pas une franchise. Parce qu'il y a un truc qu'il faut quand même dire sur Citadel, c'est que Amazon a eu le courage
de mettre un budget énormissime sur quelque chose qui n'est pas une franchise. Citadel, c'est pas Marvel numéro 3 ou Spider-Man numéro 4. Et fait est que ça n'a pas payé. Donc, bon, quand on dit ça, je suis pas en train de dire faut être gentil, faut aider le pieux Amazon. Non. Ils ont essayé, mais en même temps, c'était nul, donc les gens n'ont pas regardé. Mais du coup, il y a vraiment un ensemble qui est en train de se mélanger de problématiques qui fait que ça n'a jamais été aussi difficile, je pense, pour une série d'exister et encore pire, de communiquer sur ce qu'elle est. Qu'est-ce que ça te fait dire un petit peu tout le florilège que je mets sur la table, mon cher Car? T'as dit plein de choses intéressantes. Je te rejoins là-dessus. Je vais développer aussi ces points-là et repartir de Citadel. Citadel, toi, tu l'as vu dans le métro. Moi, qui suis pas parisien, Citadel, avant la sortie, le vendredi, j'en ai pas du tout entendu parler. Mais pas du tout. Et pourtant, et c'est là où c'est incroyable, c'est que il y a un budget dingue. Je suis très connecté et je suis tous les tweets, les comptes Twitter US, ciné, série. Personne n'en a parlé. Mais vraiment, c'était un truc de dingue. Même dans le week-end, on n'en a pas parlé. Donc en fait, quand nous, en off, on en a parlé de Citadel, on se dit non mais c'est incroyable. C'est le truc des frères Russo qui ont fait les 2 derniers Avengers. Il y a un budget qui est faux. Amazon... compte énormément dessus et tout, personne n'en parle. Toi, tu dis, à part le métro. Moi, je me suis dit, moi, rien du tout. J'ai pas vu de pub sur YouTube, et personne n'en parle sur les réseaux sociaux. Ils ont pas fait de tendance sponsorisée comme le fait Disney pour toutes ces séries. Enfin, rien de tout ça. Le truc, par contre, qui m'a un peu surpris, c'est que il y avait des pubs pour Citadel à la télé au moment de la semaine où c'était le plus cher. Il y avait notamment des publicités pour Citadel en plein milieu de Koh-Lanta, etc. Donc Amazon a quand même mis de l'argent. T'as dit un truc qui est intéressant. Alors énorme, pour moi, c'est un énorme échec en termes de communication sur Citadel parce que ils en ont pas assez parlé en amont. Quand la série est arrivée, ils ont pas fait le forcing plus que ça. Moi, quand je suis allé sur Prime, c'était pas si on le voyait en vignette, mais c'était pas non plus un truc de dingue. Donc ils ont mal communiqué et c'est là où je vais rebondir sur ce que tu as dit quand tu as dit il y a trop de contenu et c'est vraiment ça et en fait on peut faire analyser la manière de communiquer devant les séries de chaque plateforme. Je vais être très honnête, moi je trouve qu'Amazon en termes de communication ils sont très mauvais. Ils sont très mauvais sur les réseaux sociaux et dans la promotion. Donc alors The Rings of Power, ils ont été aidés parce que c'est un mastodonte, le Seigneur des Anneaux. Mais derrière, en dehors de The Boys qui marche bien, ils ont énormément de mal à mettre en avant leur contenu. Et ça, c'est problématique. Ils ont une manière de présenter, de faire la promotion de leur contenu un peu étrange. Un coup, des pubs à la télé, des pubs dans le métro, mais sur les réseaux sociaux, très peu visibles. Amazon a aussi une originalité par rapport aux autres plateformes, c'est qu'ils passent par des influenceurs. Ok. À côté de ça, on a Netflix qui fait complètement différemment. Eux, sur les réseaux sociaux, je les trouve excellents. Et ils ont une manière de communiquer qui est inédite. C'est-à-dire que tu as parlé, il y a un trop-plein de séries, tout le monde est avec le mégaphone, c'est exactement ça. Et en fait, Netflix, je pense, sont arrivés à un point où ils ont eux tellement de contenu, et que les autres ont tellement de contenu, qu'ils ne savent pas ce qui va fonctionner. Donc ils sortent le truc. Et il y a plein d'exemples qui prouvent ce que je dis, pour étayer. Ils sortent leur série, ils attendent de voir si ça marche, et quand ça marche, ils commencent à faire la promotion de la série pour qu'elle marche encore plus. Et ça, c'est des exemples concrets. Squid Game, Lupin, Bridgerton, etc. C'était pas des séries qui étaient considérées comme les mastodontes de Netflix. Les mastodontes de Netflix, ceux qui ont eu le droit à d'énormes trailers, à plein d'affiches, à de la pub un peu partout, c'est The Witcher, c'est Stranger Things. Et dans les séries que Netflix a vraiment poussées ces derniers temps, et ben au final, ça a été plutôt des échecs. Lock and Key, Sweet Tooth, ouais, je dis toujours mal, Umbrella Academy. Ça n'a pas été d'énormes succès d'audience. Par contre, il y a des séries, on n'en avait jamais entendu parler.
Le truc sort, ça démarre très fort dans les quelques premières heures. Soit la vignette sur Netflix, elle marche très bien parce que sur Netflix ils sont très très forts sur les vignettes et sur l'aménagement de la home pour inciter les gens à cliquer dessus. Ça marche tout de suite. Netflix direct embraye sur Twitter, ils commencent à faire des refs, ils commencent à puber, ils partagent les tweets, etc. Là-dessus ils sont bons. Sur les autres réseaux sociaux aussi. Et du coup, en fait, bah, t'as des séries sorties de nulle part, ils vont commencer à en parler, ça va devenir très gros. Alors, une des séries qui a été énormément pubée et qui a marché, qui contredit un peu ça, c'est Mercredi. Mais derrière, t'as The Glory, là, t'as eu El Silencio, t'en as plein d'autres qui sont comme ça. Il y a eu Obsession, il y a eu plein de trucs de séries qui étaient pas du tout attendus. Moi, je les connaissais pas avant qu'elles pop. Hein. Vraiment, pouf, j'ai vu, ce truc-là existe, ok. Et c'est devenu des succès. Et le succès le plus criant, c'est Squid Game. C'est l'autre, c'est La Casa des Papel. Et en fait, Netflix fait comme ça. De son côté, Disney+, ils sont très classiques. Disney+, c'est teaser, trailer, affiche personnage, on fait les couvertures de magazines, Empire, Entertainment Weekly, etc., etc. On s'appuie énormément sur nos franchises très fortes. Par contre, tout ce qui est à côté, ils n'arrivent pas à le puber. Enfin, c'est un truc de dingue. La seule série, allez, il y en a eu deux, de séries Disney+, hors Star Wars Marvel, qui ont fait un peu de bruit, c'était Pam et Tommy. Parce que forcément, ils étaient aidés par le passé de Pamela Anderson, le fait que c'était une méga star à l'époque d'Alerte à Malibu. Et l'autre série, c'est Only Murders in the Building, là, avec Selena Gomez. Et encore, ils ont ramé, hein, je trouve, hein, sur cette série. Donc, ils sont dans une communication qui est très classique. Et puis les autres, Apple. Alors, Apple, pour moi, c'est un mystère. Ils en parlent pas. Mais vraiment, ils parlent pas. Ils te sortent une série dispo sur Apple, tu check, il y a une star dedans, il y a 2-3 stars dedans, c'est de la qualité. Enfin, je sais pas ce qu'ils font. Dans la vidéo news, tu parlais de Miyazaki qui faisait pas la promo de son nouveau film. C'est exactement l'impression que me donne Apple. Silo, par exemple, avec Rebecca Ferguson, adaptation d'un grand bouquin, il y a un énorme casting, il y a Common, il y a d'autres acteurs, il y a Rashida Jones, David Oyelowo, etc. Moi j'ai découvert que la série existait juste parce que quelques jours avant ils ont sorti une affiche et je me suis dit tiens il y a une série avec Rebecca Ferguson et en fait ça arrive tout le temps avec Apple. Ils ont fait pareil avec Defending Jacobs et Chris Evans, enfin sur toutes les séries là c'est comme ça et moi je suis assez scié mais tu vois sur Apple ça fonctionne. Donc en fait il y a plein de manières de communiquer. Je pense que le vrai problème c'est de trouver le bon angle pour capter l'attention des gens. Alors ça, j'ouvre une porte ouverte. Enfin, c'est pas l'expression, mais vous m'avez compris. En fait, c'est très très difficile d'exister quand il y a autant de séries qui existent. Mais il y a un truc qui est apparu, mon cher Greg, avec tout ça, c'est que moi, tu sais, au début de chaque mois, je note toutes les sorties de la semaine, du mois. Et c'est marrant parce que je reviens du coup à la fin du mois pour vérifier pour marquer dans mon dossier si j'avais pas oublié des trucs. Et en fait, tout le temps, tous les plus gros succès du mois de Netflix, quasiment, je les avais pas notés parce que je savais pas qu'ils existaient en fait. Et c'est pareil pour Apple. Et on est dans une période où je trouve ça hyper cool de découvrir des séries quand elles sont là. Et de me dire ça peut être chouette et de rentrer dans la série, de la découvrir. C'est ce que j'aime bien, c'est ce que je préfère sur Netflix, c'est ce que je préfère aussi sur Apple. Donc c'est plutôt pas mal. Et du côté de Canal, parce qu'on peut quand même parler un peu de Canal et leur manière de communiquer sur leurs séries qui sont diffusées sur Canal+, qui sont diffusées sur MyCanal. Là, on est encore dans une promotion classique mais efficace, avec de la pub, affichage dans les rues, dans les abribus, la pub à la télé, etc. Et derrière, des bonnes séries. BRI cette année est un bon exemple. On a eu Django par exemple qui était aussi une série très sympathique. Donc voilà, des manières de communiquer différentes mais toujours ce même problème, c'est qu'il y a incroyablement trop de séries qui sortent et qu'il y a partez du principe que si vous ne voyez pas toutes les séries et si vous n'êtes pas un très gros consommateur de séries, partez juste du principe que vous n'avez pas vu les meilleurs et c'est pas du tout une offense, c'est un constat.
Et ça, c'est chouette. C'est chouette de se dire ça parce que, outre le fait de découvrir en permanence des nouvelles séries, bah, on sait aussi que sous le coude, il y en a quand même des super. Et ça, c'est quand même très cool. Tout en sachant que, vu le prix exorbitant du pack Warner, là, il y a quand même plein de séries hyper quali de HBO qui, pour l'instant, passent complètement sous le radar des Français. Et Succession, par exemple. Et du coup, bah voilà, ça rajoute d'autres séries de qualité. Voilà un peu mon avis sur la communication. T'en penses quoi, toi, de la com de Netflix et du fait qu'ils réagissent après coup? T'as entièrement raison de l'avoir fait remarquer, parce que c'est toute la chance de Netflix. En fait, ils courent tous après l'idée d'être le plus gros ou l'après Netflix. Sauf que Netflix a réussi à solidifier sa place de numéro 1. Ils sont partis avant tous les autres et du coup, ils n'avaient pas les licences qu'avaient les autres, mais ils ont réussi à garder cette avance. Et du coup, ça, plus le fait que le temps les a amenés à avoir des studios et des deals de production dans plein de pays. En fait, quand tu citais Casa de Papel, production espagnole, quand tu cites le Squid Game, qui n'est pas d'eux en plus, hein. La Casa de Papel, le début n'est pas du tout c'était déjà sorti en Espagne. Hein. Squid Game coréen. Et en fait, le truc, c'est que Netflix, à l'heure actuelle, avec son maillage, Marseille, français, du coup, Netflix a un maillage qui fait que si les contenus qu'ils ont prévus, qui sont les gros contenus américains, ne marchent pas, ils vont peut-être avoir le coup de bol qui est que il va y avoir un contenu coréen qui va tout péter. Et c'est vrai que là où Disney+, en fait, pour l'instant, les succès, je mets vraiment des gros guillemets, viennent des États-Unis ou des États-Unis, quoi. Alors, ils essayent tous de faire des productions à droite à gauche, Amazon avec des youtubeurs pour essayer de leur donner de la visibilité. Mais fait est qu'on voit que c'est compliqué et la recette pour faire migrer les gens ou intéresser les gens sur un contenu donné, pour l'instant, personne ne l'a trouvé. C'est-à-dire que, en gros, plutôt que de pousser les gens à aller regarder dans un sens, là, on voit bien qu'ils n'y arrivent pas. Les gens vont regarder un petit peu ce qu'ils veulent. Il y a un flow qui est un petit peu dynamique et inexpliqué. Et quand ça marche, ils mettent le paquet pour montrer que ça marche. Là où Disney ne peut pas se permettre de faire ça. Ils ne peuvent pas se dire on va sortir une série Marvel qui a le budget, je mets d'autres guillemets, le budget d'un film, et que ça ne marche pas, quoi. Surtout que si par exemple Loki n'avait pas du tout marché, comment aller expliquer après l'arrivée de Kang le Conquérant et de donner le contexte du multivers. Donc c'est vraiment, on sent que c'est compliqué, on sent aussi qu'on est tout simplement dans un tournant de la manière. Avant c'était très simple, on regardait 6 chaînes et il y avait qu'à mettre de la pub avant le journal télé pour toucher à peu près tout le monde. Après, avec Internet, maintenant, il y a ça, il y avait les journaux papier, enfin, c'était facile de driver les choses. C'était juste quel était ton budget pour savoir à quel endroit tu avais le droit de mettre ta pub. Et maintenant, avec l'ère d'Internet, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut faire les choses beaucoup plus finement, beaucoup plus artisanalement, trouver le bon endroit où il faut mettre la publicité, trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Et c'est beaucoup plus compliqué. Et ce qu'on voit, c'est que sur le territoire français, parce que là, on ne fait pas le discours de la communication sur tous les pays, de la communication de Netflix dans tous les pays, dans tous les endroits du monde. Mais ce qu'on voit, c'est que sur le territoire français, c'est en tout cas un travail vraiment minutieux pour aller trouver sur quel site, sur quel journal, sur quelle chaîne de télé, chez quel youtubeur, chez quel influenceur, chez quel réseau social. Et les réseaux, pour l'instant, en France, n'ont pas l'air d'avoir trouvé la bonne clé, ou en tout cas n'ont pas trouvé la bonne clé tout le temps. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, mon cher Car ? Non, je trouve qu'on a été complet, efficace, talentueux. Voilà, je te laisse conclure. Je te laisse conclure la vidéo. Le mot de la fin sera second degré. Des bisous, on se fait une prochaine vidéo. Et modestie. Et modestie, ouais, tout à fait.
est-ce que t'as le visage un peu rouge parce que de temps en temps tu te regardes dans le miroir et de voir les reflets du soleil comme ça peut brûler. On se retrouve Non, bientôt. c'est le soleil, mais surtout le lampadaire en face. Là. D'ailleurs, ça se dit pas un lampadaire, Ouais. mais je lis quand même. Il a fait un trou dans son mur et c'est le lampadaire de la rue qui l'illumine. Des bisous, on se retrouve bientôt. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.